Alors en fait, le phénomène est beaucoup plus complexe. Il y a aussi des arcs surnuméraires. Je ne peux pas vous expliquer ça ici, d'ailleurs je n'ai pas tout compris. Mais les traités sur l'arc-en-ciel, c'est quelque chose comme ça. C'est assez vrai. Il y a des gens qui ont passé leur vie sur l'arc-en-ciel. Alors, juste pour information, il n'est pas nécessaire qu'il pleuve pour avoir un arc-en-ciel. Vous voyez, j'ai pris cette photo à Versailles, il suffit qu'il y ait de l'eau qui soit projetée et que vous soyez dans le bon angle. Alors, bonne question. Vous savez qu'on dit qu'au pied de l'arc-en-ciel, il y a toujours un trésor. Vous l'avez trouvé? Ben, cherchez, il paraît qu'il y est. La gloire. Alors la gloire, c'est bon, ça s'apparente un peu à l'arc-en-ciel. Le mieux, c'est une irisation autour de l'ombre d'un objet. Alors ça se voit facilement en avion. Ça a été pris d'avion. On voit l'ombre d'un avion, une journée un peu brumeuse, le soleil derrière, bien sûr, et vous voyez une sorte d'irisation autour de cet objet. Ça s'appelle la gloire. Ah, pareil. Vous voyez, le soleil ici, ça c'est moi qui l'ai pris de ma fenêtre à Trégassel en vacances. Il y a une image du soleil ici, une image du... C'est pas triché, hein. Il y en a qui ont déjà vu des parélies? Ouais, toi t'as tout vu, hein. À Biarritz en plus. À Biarritz? Ouais, ça va pas. Donc on voit vraiment les deux côtés du soleil couchant, on voit une image irisée du soleil. Alors il paraît que c'est un parélie et pas une parélie. Moi j'ai toujours une parélie. Alors, c'est en fait assez courant, c'est dû aux cristaux de glace de la haute atmosphère. La haute atmosphère, il fait froid, c'est très froid. Donc l'eau se transforme en glace, il y a des cristaux de glace. Et ces cristaux de glace donnent aussi un certain halo. Et en fonction d'un certain nombre, on va le voir tout de suite, je vous signale que ça se produit aussi avec la Lune. Alors voilà, vous êtes là, le Soleil est là, et entre vous et le Soleil, il peut y avoir des cristaux de glace dans l'atmosphère. Et ces cristaux de glace ont la propriété de renvoyer la lumière solaire à 22 degrés. Donc, c'est la forme du cristal. Et à 22 degrés, de chaque côté, dans des bonnes conditions, on peut voir ces pareils. Ça a l'air magique, hein. Ça arrive relativement souvent. Alors, toujours dans les phénomènes lumineux un peu bizarres, il y a... Voilà tout l'ensemble de tout ce pareil. Donc, à partir du Soleil, il peut y avoir des arcs circumzénithales, des arcs parélies, parélies, on vient d'en parler, ou des halos. Tout ceci, c'est toujours dû à ces histoires de cristaux de glace. Alors, le mieux, c'est de vous montrer des photos. C'est peut-être pas très clair. Ça, c'est toujours par notre ami Nardon. On voit le grand halo, l'arc circumzénital, le grand halo que vous voyez ici. C'est pas toujours facile à photographier. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Tu en as vu, toi? Non, tu n'en as pas vu. J'ai vu des piliers solaires. Tu as vu des piliers, oui. D'accord. J'ai vu un halo une fois. Alors, j'ai trouvé un autre objet lumineux du ciel, les nuages noctulescents. Alors, je ne sais pas si vous saviez ce que c'était. Moi, je savais que ça existait, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. En fait, ce sont des nuages d'altitude éclairés par en dessous. Vous voyez? Ils sont éclairés par en dessous, et généralement, ils sont visibles au crépuscule. On voit bien qu'ils sont éclairés par... Et ça s'appelle des nuages noctulescents. Et voilà comment ils sont formés. Le soleil est presque déjà couché, et il éclaire les nuages, et l'observateur est là. Voilà, très belle photo de nuages noctulescents vue par les gens de l'ISS.
des mirages. Alors, si vous ne voulez pas faire comme les Dupont-Dupont, que vous voyez, il faut comprendre un peu ce qui se passe. En fait, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque le soleil se couche, et en fait, il est déjà couché, c'est basé sur la différence de densité des couches d'air. Il se trouve, par exemple, au Sahara, dans un désert, la couche près du sol est beaucoup plus chaude que la couche un peu plus élevée. Et ça, cette couche va servir de lentille, pour ainsi dire. Et va nous donner une fausse image, qu'on va appeler un mirage. Mais notre cerveau, il n'est pas habitué à tout ça, et il va croire que l'image vient du bas. Par exemple, voilà. Vous voyez en haut le mirage des pays chauds. Hein, donc c'est la couche la plus proche du sol qui est chaude. Et donc, il va nous donner ce qu'on appelle un mirage inférieur. Donc, où le mirage est situé à l'inférieur, en dessous de l'objet. Alors évidemment, là c'est dans le désert, c'est plus embêtant dans le désert, si vous croyez voir une flaque d'eau, ben oui, c'est pas de l'eau, c'est une réflexion du ciel. Mais ça se produit aussi dans les zones froides, et là dans les zones froides, c'est la couche qui est près du sol, généralement près de l'eau ou près de la glace, qui est très froide par rapport à l'autre, et ça donne un mirage dans l'autre sens, un mirage supérieur, vous voyez, de façon très étonnante, l'image du bateau inversée au-dessus du bateau. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont été dans les déserts ici, et qui ont déjà vu des vrais mirages. Oui? Et vous ne devez pas tromper. Vous n'avez pas fait comme les Dupont-Dupont. Non, le guide a mis une pancarte, mirage. Attention, mirage, ah oui, d'accord. Okay. Alors, autre phénomène lumineux, les aurores. Alors, les aurores, en fait, Galilée, c'est Galilée qui les nomme. Benjamin Franklin, qui a beaucoup fait en électricité, a compris que ça venait un peu du champ magnétique, mais de façon très étonnante. C'est Henri Becquerel qui a donné, Henri Becquerel de la radioactivité, qui a donné la bonne explication plus tard. C'est le vent solaire qui transporte des... Alors le vent solaire, vous savez que le Soleil, c'est un ami qui nous veut du mal. Donc il émet des particules qui sont transportées par le vent, par ce qu'on appelle le vent solaire. Ce sont des particules chargées, qui généralement positivement, et ces particules chargées vont mettre un certain temps pour atteindre la Terre, si elles sont dirigées vers la Terre. Alors vous savez que le rayonnement solaire lui-même met 8 minutes pour nous atteindre. Hein. Par contre, les particules chargées, là, elles ne se baladent pas à la vitesse de la lumière, elles vont mettre 2-3 jours, en principe. C'est bien, parce qu'on le sait à l'avance en étudiant le Soleil. C'est vrai qu'on a plein de satellites qui étudient le Soleil, donc on le sait à l'avance. Alors, le vent solaire transporte ces particules chargées, et ces particules chargées vont interagir avec le champ magnétique terrestre. Et le champ magnétique terrestre, c'est ce qui a sauvé l'espèce humaine. Hein? Pourquoi il n'y a pas de vie sur Mars? On peut aller sur Mars chercher la vie, ça ne sert à rien. On ne trouvera jamais de vie sur Mars parce qu'il n'y a pas de champ magnétique sur Mars. Et le champ magnétique protège justement la surface de la planète des agressivités des particules solaires. Hein? Parce que ces particules solaires, ça détruit tout, ça bouffe tout. Donc on a de la chance, on a un champ magnétique. Et ce champ magnétique, je ne sais pas si j'ai l'image du champ magnétique, là. Oui, on va la voir en haut. Ce champ magnétique que vous voyez là, les particules solaires chargées vont être déviées par le champ, elles vont d'abord pousser le champ magnétique terrestre, un peu, on le voit, ils s'enfoncent un peu, et vont tourner autour, et vont échapper à la plus grande partie de la Terre. Alors, si ces particules sont importantes, eh ben, on va voir quand même qu'une partie va revenir par les pôles, et va atteindre les pôles. Alors, ça sera donc pour les ours et pour les pingouins, mais au moins, ça sauvera les humains la plupart du temps. Et le gros
le grand bénéfice de ça, eh ben, c'est que ce vent solaire qui atteint la Terre dans les zones polaires, ça va donner lieu à un spectacle extraordinaire qu'on appelle les aurores. Alors, aurore boréale ou australe, suivant le cas. En anglais, c'est Northern Light pour les aurores boréales. Et alors, la couleur de ces aurores va dépendre en fait de l'atome qui est excité, donc si c'est l'oxygène ou l'azote, et de l'altitude. Et voilà à peu près, je vous ai résumé ça sur cette slide. Il faut savoir que le vert est la couleur la plus répandue, et c'est observable dans les hautes latitudes, sauf en période de maximum solaire, où le phénomène peut être visible même jusqu'à Paris. Il y en a qui ont déjà vu des aurores, même de façon générale. Dans quel coin? Très au nord? Moi, je sais pas, on m'a dit, moi je connais des gens qui m'ont dit qu'ils ont vu une fois, dans les années 50 ou 60, des aurores en région parisienne. En Bretagne, j'ai entendu aussi. Moi, je peux, c'est pas difficile. Mais enfin, la longueur des aurores peut atteindre 1000 km. Voilà, alors voilà une très belle photo, aurore au-dessus de la station de Concordia. Vous savez ce que c'est, Concordia? Pôle sud. Pôle sud. Pôle nord, c'est un glaçon. Hein. Oui. Pôle sud, c'est de la roche. Donc, pôle sud, c'est un endroit idéal d'ailleurs pour faire de l'astronomie, le pôle sud. Pourquoi? Parce que dans cette zone de l'Antarctique, en fait, au-dessus de la glace, c'est une zone très très sèche. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a de la glace, il y a de la neige. Non, c'est très très sèche. C'est la zone la plus sèche du monde. Et ça, c'est bien parce que H2O, ça gêne beaucoup, vous le savez, ça gêne beaucoup nos amis astronomes dans leurs observations. Donc voilà une très belle photo d'une aurore au-dessus de Domse, de Concordia. Voilà quelques aurores, une verte, une rouge. Et on les voit ici photographiés par satellite, parce qu'on a plein de satellites qui étudient la Terre, et on voit la répartition de ces aurores. On voit bien que c'est bien centré sur les pôles. Hein. Vous voyez, pour descendre beaucoup plus loin, il faudrait vraiment un truc Comac. Et voilà, aurore depuis l'ISS. Et justement, je dois avoir un petit film, hein, s'il veut bien démarrer. Tout à l'heure, il ne démarrait pas. Voilà. Vous pouvez le trouver sur Internet. On a l'impression que nos astronautes à bord de l'ISS n'ont rien à faire que de photographier la Terre. Ils ont raison, c'est un spectacle magnifique. Alors on voit cette mince pellicule, eh ben c'est notre atmosphère. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça la différence avec d'autres planètes complètement arides. Vous vous rendez compte que la vie, ça dépend de ça. Pas que de ça, mais ça dépend de ça. Et voilà, des superbes aurores, vues de l'ISS. C'est une draperie magnifique. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors c'est en léger accéléré. En accéléré. Alors, ce que vous voyez là, c'est les panneaux solaires de la station. Ils ont l'air de bouger. En fait, ils bougent, hein, mais ils ne bougent pas aussi vite que ça. Pourquoi ils bougent? Non, pour suivre le soleil. Ben non, pour toujours se mettre face au soleil, hein, pour être au maximum de rendement. Incroyable. Soleil retiré. Alors, il y en a un autre là. Ah oui, une autre aurore, toujours de l'ISS. Non, pas d'ISS. Prise d'Écosse.
Il y a beaucoup de sites internet qui sont spécialisés dans les aurores. Un des plus grands d'ailleurs c'est en Alaska, parce que bon, en Alaska, il y a plein d'aurores tous les soirs. Magique. Et là, vous voyez, il y a toutes les couleurs. Ça veut dire que ça change d'altitude. On pourrait presque croire que c'est des ovnis qui arrivent. Là, c'est accéléré, là, le... Oui, c'est aussi en accéléré. Pas énormément, mais c'est aussi en accéléré. Je me demande ce que devaient penser les premiers hommes, ou pas forcément les premiers hommes, mais les gens du Moyen-Âge, en voyant ça, ils devaient prendre ça pour des signes de Dieu, ou je sais pas quoi. C'est incroyable. Dernier point là, sur ce qui peut se produire aussi dans le phénomène lumineux des éclairs, donc c'est des flashs de luminosité au cours d'un orage. En fait, c'est un courant électrique qui est créé entre les nuages et le sol, comme sur le petit dessin. C'est le mouvement des gouttes d'eau gelées à l'intérieur de nuages qui vont ioniser toutes les particules. Quand vous frottez quelque chose, deux choses de nature différente, eh ben, il se crée de l'électricité statique, et bien c'est pareil. Et là, sauf que c'est des 10 millions de volts, 30 000 ampères. Ça, c'est pas mal. Et la température de l'éclair peut atteindre des dizaines de milliers de degrés. Alors, bien entendu, comme Daniel Brio vous le disait tout à l'heure, on voit l'éclair avant de l'entendre. Pourquoi? Parce que l'éclair se déplace à la vitesse de la lumière et que le son se déplace en gros à 300 mètres par seconde. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont été touchés par des éclairs? Non, mais rigolez pas, il y en a qui ont survécu. J'ai une liste sur bon, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui sont un peu gaga. Non, il n'y a aucun politicien français. Il n'y a pas peur. Ça me corps et l'esprit. Mais il paraît qu'il y en a qui ont survécu. Voilà quelques belles photos d'éclairs. Vous avez trouvé. Et je dois voir aussi là, une vue par nos amis de l'ISS d'éclairs. En fait, quand on tourne autour de la Terre, on fait le tour, vous savez, on fait un tour en 90 minutes, et on voit tout le temps des éclairs, des zones tout le temps des éclairs. Et je crois que sur ce film, on voit la France. Et donc, il n'y a pas un instant où il n'y a pas d'éclair. Et au moment où on dit ça, il n'y a plus d'éclair. Ensuite, il arrive à reconnaître les côtes, là. Ouais, peut-être, oui. Il me semble que j'avais retenu la France. Ah voilà, ça c'est bien passé. C'est l'Italie. C'est l'Italie, là. Ah oui. C'est incroyable. Chili, Ils voient ça tous les jours, et en plus ils sont payés. Et ça nous coûte la peau des fesses. Bon. On s'en lasse pas. Ah oui, il reste un dernier point, la lumière zodiacale. Bon, bah, ça c'est facile. Je pense que tout le monde en a vu ça. C'est le reflet de la lumière du soleil sur toutes les particules qui accompagnent la Terre dans son orbite. Donc on l'observe au lever ou au coucher du soleil. Et bien entendu, dans le temps de Alors voilà, la plus belle photo, c'est la lumière zodiacale au Paranal. La lumière zodiacale avec
Ça, vous avez reconnu ce que c'était, la Voie lactée. Je vous assure qu'on ne la voit pas comme ça de la région parisienne. Alors, là, on a parlé de lumière. Maintenant, je vais vous parler d'absence de lumière. Pourquoi la nuit est-elle noire? Ah, est-ce qu'il y a un jeune homme ou une jeune fille qui sait pourquoi? Tu sais pourquoi la nuit est noire? Je ne sais pas. Alors, généralement, il y a toujours quelqu'un qui dit bah, c'est parce que le soleil n'est plus là. Hein, on tourne le dos au soleil. Ben oui, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, elle n'est pas noire dans toutes les longueurs d'onde. Hein. Regardez. Voilà le ciel dans toutes les longueurs d'onde. Vous voyez, en infrarouge, en visible. Alors, en visible, d'accord, c'est très sombre. Regardez en rayon X, regardez en gamma. Hein. Quand on change de lunettes. Hein. Alors, la nuit est noire. Est-ce normal? Eh bien, en fait, bon, c'est normal, mais on peut faire le raisonnement, ce raisonnement-là, en disant, si l'univers, on pense que l'univers est très grand, pour ainsi dire infini, donc s'il est immensément grand et avait un nombre infini d'étoiles, eh bien, en fait, on a calculé, en pleine nuit, il devrait faire aussi jour qu'en plein jour. Alors, vous allez me dire, mais non, il y a des étoiles qui s'éloignent. Oui, mais plus les étoiles s'éloignent, plus il y en a. Or, si les étoiles s'éloignent, c'est une loi en inverse carré. Or, la surface, c'est aussi en carré, donc ça se compense. Donc, il devrait y avoir un effet qui s'annule, et c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Olbers, un astronome allemand, qui s'est posé la question pourquoi donc la nuit est-elle noire? Vous voyez, si je m'éloigne, voilà, je m'intéresse à ce carré d'étoiles, si je m'éloigne de double à longueur, j'ai 4 carrés, mais je suis 2 fois plus loin, et c'est une loi 2 fois, 2 au carré, ça fait 4, donc ça revient au même, j'ai la même luminosité. Eh bien, si la nuit est noire, c'est parce que ce que je vous ai dit est faux. L'univers n'est pas infini, l'univers a une histoire. Et vous savez qu'il a débuté, on pense, aux alentours de 14 milliards d'années, c'est l'univers observable. Et le nombre d'étoiles n'est pas infini. Bon, il est grand, hein, comme j'ai dit, 10 puissance 21. Essayez d'imaginer 10 puissance 21, moi j'y arrive pas. C'est beaucoup. Vous savez comment ils comptent les papous? 1, 2, beaucoup. Ben voilà, c'est beaucoup. Et tout cela, donc, en remarquant aussi que les étoiles lointaines, leur lumière ne nous a peut-être pas encore atteints. Pourquoi? Parce que la vitesse de la lumière est finie, comme vous a expliqué Daniel Briot tout à l'heure. La lumière étant finie, par exemple, si je prends une galaxie située à 12 milliards d'années, G c'est pour giga, giga ça veut dire milliard. Une galaxie située à 12 milliards d'années, elle a commencé à émettre sa lumière il y a 10 milliards d'années. Hein, pourquoi pas, on ne sait pas. Eh bien, sa lumière ne nous a pas encore atteint, il faut encore atteindre 2 milliards d'années. Donc sa lumière ne nous a pas encore atteint. Voilà, on regarde un peu. Donc, vitesse limite, l'univers visible qui limite notre vue. Ah, il n'y en a pas un qui me dit qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, l'univers il a 13,8, enfin 14 milliards d'années depuis son existence, mais vous avez entendu parler d'un phénomène qui s'appelle l'expansion de l'univers. Et pendant qu'on discute tout ça, l'univers est en train de s'étendre. Et depuis l'origine des temps, c'est étendu. Et c'est 14 milliards, ben c'est devenu 45 milliards. Hein. Mais ça, c'est inatteignable. Voilà. C'est l'expansion. Et il se trouve aussi qu'il y a un autre phénomène, c'est quand la lumière d'un objet qui s'éloigne, cet objet s'éloigne, une galaxie s'éloigne, eh bien, ça fait comme l'effet Doppler. Vous savez, l'effet Doppler, c'est les ambulances. Vous entendez passer une ambulance, hein, je le fais très mal, mais vous avez tous compris. L'ambulance qui s'éloigne, son son devient plus grave.
Eh bien, c'est pareil pour un objet lumineux qui s'éloigne de nous. Sa lumière va devenir plus grave. Comment une lumière peut devenir plus grave? Eh bien, si, elle devient plus grave, c'est-à-dire sa longueur d'onde augmente, elle devient plus rouge. Donc, un objet qui s'éloigne de nous va apparaître plus rouge. De la même façon, un objet qui se rapproche de nous va apparaître plus bleu. Voilà. Et le rouge, ça s'appelle le redshift, le décalage vers le rouge. Vous avez entendu parler. Vous voyez la petite illustration en haut. Cette galaxie se rapproche de nous ou s'éloigne de nous, elle paraît rouge. Elle s'approche de nous, sa lumière paraît plus bleue. Alors ça, c'est intéressant. Ça va nous permettre de dater, de mesurer la distance d'une galaxie, par exemple. Comment? Ben voilà, ici, je suis sur Terre. C'est ça, oui. Voilà, je suis sur Terre et vous savez que dans les spectres lumineux, il y a toujours des bandes noires qui correspondent en gros aux empreintes digitales des corps qu'il y a dans cette lumière. Par exemple, je suppose que ces deux bandes là que l'on voit, voilà, que l'on voit ici, ben, c'est l'hydrogène. Allez, c'est sa signature, c'est vraiment l'empreinte digitale. Il n'y a pas deux corps qui vont donner la même empreinte dans la lumière. C'est important de comprendre ça. Et là, maintenant, je mesure le spectre. Le spectre, c'est la décomposition de la lumière d'une galaxie qui s'approche de nous. Hein, vous voyez, par exemple, s'approche de nous. Et qu'est-ce qu'on voit? Ah, je retrouve mes empreintes digitales. Mais elles ne sont plus tout à fait en face. Elles sont décalées. Elles ont été décalées vers le rouge. Alors je sais que c'est l'hydrogène, et je sais que ça a été décalé vers le rouge, donc je peux calculer la différence entre les deux, et cette différence nous donne une idée, nous donne exactement la distance de l'objet qui s'éloigne. Astucieux, hein? Heureusement qu'on a ça, parce que pour mesurer les informations provenant des étoiles et des galaxies lointaines, on n'a qu'une seule information, c'est leur lumière, on n'a rien d'autre. On ne peut pas y aller, on sait bien qu'on ne pourra jamais envoyer une sonde, c'est trop loin. Donc la nuit est noire, car la vitesse de la lumière est finie, l'univers est aussi fini, et est en expansion, et il y a ce décalage vers le rouge. Et pour terminer, le ciel est noir, mais il doit rester quand même un petit flash de ce Big Bang. Ce Big Bang qui s'est produit donc, il y a 13 milliards d'années. Et vous savez qu'au bout de 380 000 ans après ce Big Bang, il s'est produit une expulsion lumineuse qu'on appelle le bruit de fond cosmologique. Parce qu'au tout début de l'univers, la lumière ne pouvait pas s'échapper. Quand on parle du Big Bang, comme je le dis toujours,